L'ange Raphaël est une figure importante dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Mais il est particulièrement bien connu dans le christianisme et le judaïsme pour son rôle de guérisseur et de protecteur. Son nom, Raphaël, signifie « Dieu guérit ». Je dirais ce que l'on ressent quand on arrive ici, c'est une écoute, beaucoup de bienveillance. On sent que ce n'est pas le malade, mais la personne qui est regardée. C'est rare, je trouve, de voir un médecin, et là notamment un cancérologue, qui a compris qu'on ne soignait pas que la maladie mais la personne. Aujourd'hui, c'est encore, je trouve, trop absent quand on est suivi médicalement. Je pense que cet accompagnement m'a permis de traverser les différentes épreuves du traitement d'une manière beaucoup plus sereine, en ayant des temps pour moi. J'avais différents ateliers à Raphaël qui m'ont énormément aidé. J'ai suivi le parcours de danse-thérapie avec Scheherazade et ça c'était très précieux parce que ça m'a vraiment mise en contact avec quelque chose d'une libération du corps, quelque chose de remettre du mouvement et un mouvement très fluide, très libre. Ici, on a le droit d'exister. On redevient légitime à être, on se sent utile dans ce qu'on fait. D'ailleurs, là, aujourd'hui, c'en est un bel exemple. C'est-à-dire que contribuer à un film comme ça, c'est super. Merci beaucoup de donner cette chance-là, parce que c'est un juste retour des choses pour vous qui nous offrez un second souffle. On garde le voile et juste de taper la mesure avec ce voile. Yes. De faire du bruit. Ouais, je veux qu'on marche lourd. Est-ce qu'on peut faire comme Jean-Christophe et marcher lourd? L'Institut Raphaël se différencie des autres centres de traitement car il apporte au patient un soin global du corps et de l'âme, qui vise à améliorer sa qualité de vie avant, pendant et après les traitements. Rendre au malade son bien-être, l'estime de soi, apprendre à gérer les effets secondaires des traitements, les soulager, sont les missions de l'Institut Raphaël. Les patients peuvent suivre des cours de yoga, de danse ou des séances d'acupuncture ou de kinésithérapie. L'Institut propose une palette de soins complémentaires variés aux traitements médicaux. Bonjour. Le docteur Toledano dirige l'Institut Raphaël depuis 6 ans. Il s'est donné une nouvelle mission, ouvrir un pôle santé culturelle. Parce que la culture est aussi un levier pour soigner l'esprit. Salut Elia. Parlons d'où? Ah, très bien. C'est bien. Ça va et toi? Ouais.
ressentent l'impact du beau sur eux-mêmes. Donc il faut qu'ils sortent de leur maladie. Donc il faut qu'on les accompagne. Pour les accompagner vers eux-mêmes, il faut qu'on les fasse sortir d'eux-mêmes et aller regarder le beau. Alors maintenant, il y a différentes formes d'art, il y a différentes approches. Je souris parce que tu connais tellement bien l'art-thérapie que tu sais bien en parler. Ouais, alors, moi je suis, tu vois, une sensibilité, dans la médiation artistique, je suis pas, tu vois, je suis maladroit et, oui, mais tu j'ai pas, bien. et j'ai pas les techniques. Tu connais très bien. Et j'ai pas les techniques. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux que les gens ils se reconnectent à eux-mêmes et qu'ils sortent d'eux-mêmes, il faut leur proposer quelque chose. Tu peux pas dire à quelqu'un que mercredi il va avoir sa prise de sang et du coup sa seule échéance de la semaine c'est sa prise de sang et les résultats de ses globules rouges et dès qu'il l'a vite il te l'envoie. Alors elle est comment? Et nous on a plein de gens comme ça qui nous envoient leur prise de sang en disant bon alors tu vois, genre c'est le moment de la semaine. Franchement il mérite d'avoir d'autres moments. Ah ouais, c'est sûr. Comment développer de nouveaux partenariats avec les institutions culturelles? Et pourquoi ne pas réfléchir ensemble? Ouvrir la réflexion sur le soin à d'autres horizons? Grâce à la députée de Loire-Atlantique, Sandrine Josso, l'Institut Raphaël est reçu à l'Assemblée nationale. Alors Alain, je le connais depuis longtemps. J'aime son audace. J'aime aussi tous les gens qu'il a autour de lui. Et puis, je trouve qu'il donne aussi de la perspective pour la médecine d'aujourd'hui. Il donne de l'espoir et puis de la perspective pour la médecine de demain. Et ça, on en a besoin. Je te passe la parole. C'est l'occasion pour le docteur Toledano de donner de la visibilité aux bienfaits de sa méthodologie innovante. Des prescriptions d'art-thérapie, les visites culturelles ou la médecine douce sont autant de compléments essentiels au traitement médical classique. La moitié de notre milliard de consultations médicales annuelles en France servent à gérer des symptômes pour lesquels nous prescrivons des médicaments, dans plus de 90% des cas, accordant un temps trop limité à nos patients. Ainsi, nous gaspillons beaucoup avec cette médecine dite prescriptive, puisqu'une boîte de médicaments sur 2 est jetée à la poubelle, soit 7 milliards d'euros par an. Il va falloir donc repenser notre système de santé et de prise en charge des maladies chroniques, bien au-delà des problématiques de l'hôpital. Il est temps de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. Nous considérerions la santé émotionnelle, physique, psychologique, sociale, culturelle, environnementale et sexuelle de chaque patient en organisant son parcours d'accompagnement. Alain Toledano veut aussi faire bouger les lignes concernant le bien-être des soignants, car aujourd'hui 40% d'entre eux souhaitent changer de métier. Pour contrer cet effet, la formation des soignants est à repenser. Ils doivent être aidés dans l'accompagnement des patients en améliorant leur bien-être. C'est aussi l'occasion d'échanger avec le public sur cette question. Le décloisonnement de la médecine de ville et hospitalière, autant que l'amélioration de la formation des soignants, médicaux et paramédicaux, seront indispensables. Bonsoir, je suis Khouloud Jabloun, ingénieure en intelligence artificielle et je voulais savoir en fait comment vous voyez que la technologie peut aider dans la médecine intégrative et réduire le gap entre les différents facteurs politiques, médecine douce et médecine dure, surtout dans le contexte politique actuel, et comment vous collaborez avec les startups. Merci. Ok, je pense que tout le monde pourrait répondre et tout le monde aurait des réponses positives là-dessus. Alors on aime bien illustrer pour qu'il y ait une représentation mentale un peu jolie. D'accord ? Il y a beaucoup de patientes qui ne vont pas être compliantes au traitement. C'est-à-dire elles ne vont pas prendre leur traitement. Par exemple, 40% des femmes à qui vous donnez une hormonothérapie et qui ont un cancer du sein, elles ne vont pas le prendre. Elles ont peur du médicament, c'est leur ennemi, alors qu'on voudrait que ce soit leur allié. Alors je vous donne un exemple simple, avec des ingénieurs, on a testé un dispositif de réalité virtuelle hypnotique en créant des paysages avec des dimensions multisensorielles. Et quand on a utilisé ce dispositif, on a augmenté la compliance au traitement, en plus du bien-être, en plus de l'estime de soi.
J'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par changement culturel. Je me sens que c'est une très grosse affaire. Merci. Merci. Vous avez raison. Hein. La culture, effectivement, c'est les arts, les lettres, les valeurs, mais également les modes de vie. Donc on y arrive. Il y a certainement des modes de vie qui nous permettraient de vivre en meilleure santé. La culture, ça va passer par les habitudes, les modes de vie, et de toutes les façons, pour transformer, il faut former. Sandrine, tu veux... Mais là, c'est parfait. Hein. C'est la punchline. Hein. Pour transformer, il faut former. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est vrai à plein de niveaux. Il faut réformer. Aussi. Faire connaître la médecine intégrative aux institutions, c'est espérer un développement plus approfondi de ces pratiques qui concernent aussi bien le patient que le soignant. Selon l'OMS, les arts et la culture jouent un rôle majeur dans la prévention des problèmes de santé. On a même constaté une amélioration de l'état des patients dans 2 rapports publiés en 2011 et en 2022. Donc le but de ce jardin, c'était vraiment de permettre aux jeunes d'avoir des senteurs, de pouvoir tester. Alors il est surtout très beau en été ou au printemps. L'idée, c'est de pouvoir permettre d'expérimenter différentes textures, différentes saveurs, différentes senteurs également pour nos jeunes, faire du travail d'art-thérapie. Ce que font de Necker aussi, ils ont un atelier qui vient chez nous. Voilà, donc ça pourrait être un des lieux de travail. Maude est kinésithérapeute à l'Institut Raphaël. Linja l'a aidé au moment de son orientation professionnelle. Cet institut déploie depuis plus de 130 ans un grand nombre de services et d'actions afin de défendre les droits des déficients visuels. Il assure leur formation, l'accès à l'emploi et leur propose des activités culturelles. C'est dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut Raphaël et l'INJA qu'Alain Toledano a organisé cette visite avec son équipe de soignants. Quand on a rencontré les équipes de l'Institut national des jeunes aveugles, avec cette convergence de manière de concevoir la vie et les équilibres de vie, et avec l'expérience unique qu'on a fait puisqu'on a intégré une soignante exceptionnelle qui est avec nous aujourd'hui, qui est finalement le trait d'union entre nos établissements, c'est Maude. Elle le fait avec une excellence et un renouveau, avec une dimension humaine, avec une expertise sensorielle. Elle a développé un toucher et une manière d'accueillir l'autre et qui va bien au-delà de ce qu'elle a dû apprendre pendant ses études secondaires. On a envie aujourd'hui de marquer le pas pour renforcer, consolider cette collaboration. Et c'est ce dont on va discuter tous ensemble, avec l'équipe dirigeante, avec l'équipe pédagogique et puis avec toute l'équipe de l'Institut Raphaël. Pendant trop longtemps, les personnes atteintes de handicap visuel étaient cantonnées au même métier, accordeur de piano ou kinésithérapeute. Maude a trouvé à l'Institut Raphaël de quoi s'épanouir aussi bien professionnellement que personnellement. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on décide à ma place. Au tout début, je détestais ce métier de kiné parce qu'il était corrélé avec ma déficience visuelle qui était une nouveauté dans ma vie et j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. Et quand on m'a parlé de l'Institut Raphaël, je me suis dit c'est pas possible qu'un lieu comme ça existe. Et à l'Institut Raphaël, il y a des problématiques qui se posent et on cherche des solutions, on les cherche en équipe. L'Institut Raphaël et l'Institut national des jeunes aveugles ont de nombreux points communs, notamment dans la prise en charge globale des individus, quelle que soit leur pathologie. On utilise tout ce qui est à notre portée pour l'utiliser comme une chance et pour les aider à s'intégrer, à s'inclure dans la société. Donc on leur apporte une prise en charge globale. Je crois que c'est un des grands points communs que nous avons sur l'état d'esprit et sur la méthode. C'est-à-dire que quand un jeune arrive ici, on le dit à sa famille ou au jeune s'il est majeur et mature, c'est oui, il y a une école à l'intérieur de l'institut, c'est vrai, mais ici c'est bien plus que ça, puisqu'on le prend en charge médicalement, on le prend en charge socialement et on le pousse à être autonome. Puisque notre objectif, c'est que quand il sort d'ici, il soit formé, ça c'est vrai, mais il soit autonome et il soit libre de faire ses choix. Donc il faut qu'il sache repasser, faire ses lacets, choisir ses fringues et qu'il ait eu accès à la culture, au sport, à l'éducation et à tout cela. Autre volonté commune
entre les équipes de ces deux instituts, créer de nouveaux horizons pour les élèves de l'INJA. Avec Alain Toledano, ce qu'on aimerait, c'est mettre en place ensemble une formation d'art-thérapie, justement, ça existe, mais on aimerait créer une vraie formation qui soit diplômante pour donner une opportunité aux jeunes déficients visuels, mais pas que, puisqu'on est ouvert sur l'inclusion, de prendre des jeunes qui auraient un autre handicap, voire qui n'auraient pas de handicap, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de raison de se mettre des limites, mais de proposer cette formation totalement inclusive à l'art-thérapie pour créer, c'est un nouveau métier depuis quelques années ou décennies, mais qui est très utile. On le voit à l'Institut Raphaël, on le voit nous aussi d'une certaine manière ici à l'Institut national des jeunes aveugles du Braille. Il y a quelque chose à faire et si on peut ensemble créer une nouvelle filière, un nouveau métier, justement donner une opportunité aux jeunes déficients visuels d'avoir de nouveaux débouchés professionnels, là on aura vraiment gagné quelque chose à le faire ensemble. Le rendez-vous est pris pour faire avancer ce partenariat et la création de la nouvelle filière d'art-thérapie pour les élèves de l'INJA et les soignants de l'Institut Raphaël. L'Institut Raphaël souhaite également élargir l'accès à la culture. Professionnels et patients sont donc régulièrement invités par le Dr Toledano à découvrir des musées, comme ici, au Conservatoire national des arts et métiers. Ils sont une vingtaine à suivre la visite guidée. Alors c'est un objet qui date de 1850. Et ce qui est très impressionnant, c'est le matériau avec lequel il est fabriqué. C'est-à-dire que tous les poils du lion, les écailles du serpent, la pelouse, tout ça, c'est fait avec un seul type de matériau. Alors 1850, les polymères plastiques n'existent pas, juste pour éviter les anachronismes. Donc il est entièrement fabriqué en quoi? La question c'est ça. Pardon. Non, en verre, ouais. C'est pour ça que ça s'appelle un chef-d'œuvre de verre, parce qu'il est entièrement fabriqué en verre. Vous avez ici sans doute l'objet le plus connu chez nous, qui est l'avion numéro 3 de Clément Ader, qui trouve tout à fait sa place dans ce qu'on appelle l'escalier d'honneur. D'ailleurs, si vous ennuyez pour regarder le plafond, il y a plein de trucs à regarder. C'était l'entrée historique du musée en fait. Puis là, le bâtiment que vous voyez avec les tuiles colorées, aujourd'hui c'est la bibliothèque. Pour les gens qui suivent des cours ici, ce qu'on appelle la bibliothèque centrale. Ça, c'est ce qui nous reste du monastère. C'était le réfectoire des moines. Cette démarche vise à redonner une certaine autonomie aux patients pour qu'ils ne soient plus uniquement considérés comme des personnes malades. La participation à des sorties culturelles et artistiques concourt au retour à la vie active, en dehors de la tutelle de l'Institut. À mon avis, chaque visite de musée pour les patients lui permet d'ouvrir une perspective, d'arrêter d'être ancré dans un présent difficile, un présent d'isolement, mais se projeter, arriver à envisager un futur, à dépasser la difficulté de la maladie. Donc il faut envisager de travailler dans les environnements. De la même manière que nous médecins, lorsqu'on traite des maladies, on ne va pas les traiter de la même façon en fonction des personnes dans lesquelles la maladie émerge. C'est la théorie de la graine et du sol. Une même graine, on va la planter dans des sols différents, elle ne poussera pas de la même façon. Et bien c'est pareil, il va falloir qu'on prenne en considération la maladie et son environnement, et bien la personne humaine et son environnement social, son environnement culturel et son environnement émotionnel, parce que la peur de rechute, ce n'est rien d'autre qu'une peur, et la traiter, ça passera par une amélioration de la santé émotionnelle. La culture du soin prend forme aussi lors de cercles de réflexion. Grâce à des spécialistes venus de tous les horizons, patients et soignants se retrouvent pour réfléchir et définir ensemble des valeurs et un projet commun. Aujourd'hui, Alain Toledano a fait venir au CNAM François Julien, philosophe, et Cynthia Fleury, psychanalyste. Donc, par rapport à la question de la guérison, je me demande, est-ce que si on vous demande, est-ce que je suis guéri ou pas, ce n'est pas saisissable en termes de oui, non, avec les traits qui seraient les traits caractéristiques de la guérison ou de la maladie, mais est-ce que nos vies ne sont pas toutes dans l'antre de la santé et de la maladie? Parce qu'on n'est pas toujours dans l'antre, n'est-ce pas? Avec des moments où l'un se marque plus que l'autre, jusqu'à ce que... Bon. Donc,
Vous voyez, la question « est-ce que je suis guéri ?» est une question de détermination, d'assignation, qui est une question effectivement, bon, qui est inquiétante, certes, mais qui peut-être ne pas se poser comme ça. Est-ce que je suis en cours de guérison? Oui, ce serait déjà plus juste, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en transformation favorable? Est-ce que je suis, disons, est-ce que mon potentiel de vie se recapitalise? Est-ce qu'il est plus... voilà. Est-ce que je suis en train de bien fouetter ce qui en moi, disons, traîne de vitalité? Quand on invite les philosophes type François Julien, Emmanuel Hirsch à venir discuter de la guérison, c'est que tout d'un coup la guérison devient un espace immense, alors qu'on a des visions très restrictives de qu'est-ce que c'est qu'être guéri, qu'est-ce qu'est pas être guéri. Et donc là tout d'un coup il y a une approche beaucoup plus créative de cette notion de la guérison. Et surtout beaucoup plus singulière, c'est-à-dire où chacun peut à un moment donné trouver son chemin vers la guérison. La culture au sens très très vaste de ce qui nous nourrit, et je refais un lien avec, avec la conférence de François Julien qui a bien travaillé sur cette notion de guérir, c'est nourrir la vie. De fait, si guérir, c'est nourrir la vie, la culture, c'est un des premiers grands lieux des nourritures terrestres pour mieux vivre. À l'Institut Raphael, on propose à chaque patient de participer à des ateliers d'éthique et de philosophie mensuels. On a des ateliers aussi de bibliothérapie, c'est de la thérapie par la lecture, y compris pour les soignants, parce qu'il est indispensable de se remettre en question, d'arriver à trouver du sens à nos actions. C'est ce qui favorise ce qu'on appelle la résilience, la capacité à rebondir après un traumatisme. Donc il y a une prescription de santé culturelle, comme il y a une prescription de santé sociale. Et c'est la vision de l'Institut Raphael d'intégrer toutes ces dimensions à la santé qui doit être partie prenante de tous nos parcours d'accompagnement pour des patients atteints de cancer, mais pour leurs aidants et pour tous les patients atteints de maladies chroniques. À la mairie de Levallois-Perret, patients et soignants se retrouvent autour de Frédéric Lenoir, sociologue. Il plaide pour une puissance et une sagesse, de la joie qui assume les peines de l'existence. Les épreuves de la vie, on le sait tous, peuvent nous aider à grandir, peuvent nous aider à nous améliorer, peuvent créer des liens plus forts avec les autres, peuvent développer l'amour, peuvent faire grandir la conscience, c'est-à-dire les choses essentielles. Et faire le tri par rapport aux choses qui ne sont pas essentielles. Parce qu'une fois qu'on a été éprouvé dans la vie, on sait faire la part des choses entre l'essentiel et le non essentiel. Et du coup, on n'a plus la même existence. Mais ça dépend de nous. C'est-à-dire, ça dépend vraiment du choix qu'on va faire, de son épreuve de vie. Est-ce qu'on veut en faire une alchimie qui va nous apporter d'autres satisfactions peut-être plus profondes que ce qu'on avait avant, ou est-ce qu'on veut juste être dans la plainte, dans la souffrance, dans quelque chose de négatif qui va faire qu'on va se replier sur nous-mêmes et qu'on va être plus malheureux qu'avant. Donc, toute la réflexion sur le bonheur, c'est-à-dire la recherche d'un état global et durable de satisfaction de l'existence, c'est-à-dire un état d'être, est partie de la réflexion sur le plaisir. L'Institut Raphael, c'est un lieu d'hospitalité, un lieu d'accueil, un lieu d'émotion. Et c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment, quand on vit notre quotidien avec ces urgences, qu'on est disponible ou disposé d'une certaine manière par rapport à la culture, puisque d'ailleurs on n'en a pas une représentation très claire. Est-ce que l'art-thérapie c'est de la culture? Est-ce que la beauté du monde c'est la culture? Se promener dans la nature, est-ce que c'est la culture? En fin de compte, on partage une culture. Elle est faite de valeurs, d'émotions, de traditions. Et je pense que renouer avec nos enracinements, notre culture, c'est quelque chose d'important pour être plus fort face à la maladie. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans un environnement social où on parle de spiritualité comme on devrait en parler, de culture comme on devrait en parler. Souvent la culture, ça donne une idée un peu élitiste. Certains peuvent se cultiver, d'autres pas. Donc je pense que trouver de la justice, trouver de la reconnaissance, trouver de la capacité d'être, d'exister, de témoigner à travers une aventure culturelle, partagée, parce que c'est aussi la vie communautaire, le partage, tout ce qu'on a à mettre en commun, je pense que c'est une trajectoire vertueuse pour retrouver en soi toutes les ressources
face à la maladie. Nous avons accueilli aujourd'hui à Levallois une très belle conférence à l'initiative donc du docteur Toledano et de l'Institut Raphaël qui a convié Frédéric Lenoir à venir échanger et réfléchir avec nous sur ces notions de joie et de bonheur qu'il nous invite à cultiver en fait au quotidien pour notre bien-être personnel et pour le bien-être collectif aussi, voilà, en nous donnant des conseils et des réflexes à adopter dans notre vie de tous les jours pour pouvoir chasser un peu la morosité, les pensées négatives et les idées noires et cultiver justement ce côté plus positif en nous. La réflexion s'ouvre jusqu'à la spiritualité, car elle aussi est l'une des dimensions du bien-être du patient. Au Théâtre de la Concorde, Alain Toledano invite d'éminents responsables religieux à s'exprimer sur le sujet. Et l'idée, c'est qu'on puisse prendre de chacun le meilleur de ce qu'il a à nous offrir et d'arriver à relier santé et spiritualité. Un mot sur l'éthique du soin. L'éthique du soin, si le soignant ou l'accompagnant est dans la conscience que le patient, le fidèle, je dirais pour moi en tant que prêtre, que le patient est une personne unique devant la face de Dieu, qu'elle n'a jamais fini d'aller vers son devenir de personne, alors on est véritablement dans l'éthique du soin. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a, dans chacune des interventions, vous voyez qu'il y a une culture universelle, donc il y a une spiritualité, mais très universelle. Et là, on aurait pu dire ce que l'autre a dit, et je trouve ça remarquable. Monsieur le Grand Rabbin ? Plutôt que la spiritualité, moi, je crois qu'on pourrait parler d'espérance. La véritable spiritualité, c'est l'espérance. Et là, elle est humaniste, elle n'est pas forcément religieuse. Il y a une spiritualité profondément athée de l'humanisme. J'espère que quelqu'un va trouver les mots, les gestes, le regard qui va m'élever, qui va me donner cet élan vers quelque chose qui me dépasse. Parce que espérer, c'est qu'il faut parler. Merci infiniment. Alors, dans le cadre du tour de piste, on va demander à Christina un point de vue philosophique. Alors, la tâche est rude, mais le philosophe n'a peur de rien. Donc, pour ouvrir encore plus le débat, moi je suis philosophe, je suis humaniste et je suis athée. Alors, la porte m'a été heureusement ouverte et je vous en remercie. Et je pense que vous connaissez tous cette phrase qui est une reprise de Spinoza, c'est que l'homme est un Dieu pour l'homme. Et effectivement, dans la relation de soins, il y a cette dimension que le plus utile à l'homme, que ce soit dans le soin du corps, mais aussi de cette globalité que nous sommes tous, c'est-à-dire des corps pensants, cette utilité qu'on découvre, que l'on soit soignant ou que l'on soit soigné, que le plus utile à l'homme, c'est l'homme. Toujours dans sa perspective d'ouverture et à l'occasion de l'exposition immersive Parfums d'Orient, les équipes de l'Institut Raphaël visitent l'Institut du monde arabe. Nathalie Bondil, directrice du musée de l'Institut du monde arabe, a travaillé sur le concept de la muséothérapie lorsqu'elle était directrice du musée des beaux-arts de Montréal. Elle a pu constater les effets bénéfiques de cette approche. Cette vision-là permet de placer le patient dans une situation où l'émotion esthétique va influer sur sa condition hormonale. Nous le savons, quand nous sommes face à des œuvres d'art, quand nous avons, d'une manière consciente ou inconsciente, un écho positif qui se fait, une rencontre, une connexion qui se fait avec une œuvre, eh bien, il y a une activation cérébrale qui est liée aux neurones miroirs et qui fait en sorte que vous allez pouvoir vous sentir mieux. Vous allez intégrer cette émotion, cette œuvre d'art comme une entité biologique au niveau de votre perception. C'est ça. Et en soufflant, il y avait un détecteur de souffle et les fleurs s'envolaient. Donc il y avait
ce truc un petit peu magique de la fleur qui s'élevait comme ça et l'odeur qui venait et qui était c'était assez onirique. Et la reine des roses, c'est la rose de, vous savez ou pas? La rose de, je crois que la rose de Damas, la rose damascène. Cette visite est une parenthèse enchantée pour les soignants de l'Institut et aussi la perspective d'activités culturelles régulières. La relation de soins, c'est une relation qui est certes asymétrique, où le patient va déposer beaucoup plus que le soignant. Mais on a besoin que le soignant soit entier, qu'il porte attention, qu'il soit présent, qu'il ait l'intention de venir en aide. Et à force de maladies graves, à force de contraintes au quotidien, les soignants se retrouvent à avoir ce qu'on appelle de la fatigue émotionnelle, une forme d'usure, de compassion. Et on a besoin d'entretenir la santé des soignants pour qu'ils puissent faire ce qui est important en cancérologie et en médecine en général, donner de l'espoir et mieux gérer l'incertitude et en s'engageant affectivement. Donc quand on s'occupe de la santé des patients et de la santé culturelle, il faut aussi s'occuper de la santé des soignants. Parce qu'un soignant en bonne forme, et physique et mentale, et psychologique et culturelle, il va pouvoir être le meilleur de lui-même face à un patient. Et la relation thérapeutique, elle va gagner. Aujourd'hui, l'exposition Parfums d'Orient nourrit la réflexion des soignants de l'Institut Raphaël sur le rapport à l'art et à la beauté. On n'est pas ici à l'Institut du monde arabe simplement pour voir une exposition ou pour visiter un musée. On vient ici pour interroger comment la sensibilisation à l'esthétique peut contribuer à l'efficacité thérapeutique et à optimiser et potentialiser toute la relation soignant-soigné. Donc on peut légitimement penser que le beau va pouvoir nous permettre de nous élever et de nous extraire de nos traumas, de nous extraire de nos blessures morales et des violences du monde. Et à ce moment-là, quand on perçoit les choses au travers de l'art et les yeux au travers de la beauté, en fait, il y a une vraie connexion qui va se faire à l'intérieur de nous et une connexion au monde et une connexion vers les autres. L'Institut du monde arabe a une particularité. Ils conçoivent leurs expositions en tenant compte des 5 sens. Des expositions réfléchies et proposées pour tous. Chacun des soignants se nourrit différemment de cette exposition et projette différemment aussi vis-à-vis de ses patients cette expérience. Là, on est au milieu d'une exposition sur les parfums. Combien ça mobilise l'ensemble de nos sens, à la fois l'odorat, mais aussi la vue. Ça fait appel à nos souvenirs, ça crée des émotions. Ça nous permet, enfin moi en tout cas, ça me permet de me reconnecter avec des sensations et avec des souvenirs. Et je peux comprendre comment on pourra le transmettre demain à des patients, ce que j'essaye déjà de le faire dans mon exercice personnel. Donc le faire à plusieurs, c'est aussi avoir une expérience commune de tout ça, tous en même temps. C'est l'occasion de venir enrichir ma relation finalement à la surprise. Et la surprise, eh bien, c'est de découvrir, de se laisser en fait conquérir, toucher par une émotion, par un parfum. Et c'est le même processus qui est mis à l'œuvre quand je reçois un patient. C'est cette capacité à m'ouvrir, à accueillir le patient et à être complètement dans cette ouverture non jugeante, inconditionnelle, qui me permet de l'accueillir pleinement. Moi, à titre personnel, aujourd'hui, je fais cette visite avec d'autres soignants. C'est un moment de cohésion, c'est un moment de collaboration en dehors du parcours de soins, en dehors de notre institut, qui nous permet de projeter ensemble et de se donner une respiration qui va nous permettre de mieux comprendre qui on est en groupe et comment on peut aller plus loin dans notre proposition en santé intégrative. Cette rencontre avec l'Institut du monde arabe ouvre la voie aux patients de l'Institut qui auront l'occasion de venir visiter ce musée. Quand je suis devenu ministre de la Culture, je crois qu'une des phrases que j'ai prononcées devant l'Assemblée nationale, c'est à peu près la suivante. La culture n'appartient pas à une administration, l'administration de la culture, mais à toute la société. J'espère que ce que vous entreprenez se réitérera souvent
et que vous pourrez, à partir de l'Institut du monde arabe, concevoir d'autres expériences, d'autres formes de rencontres. Ok, on va le poser sur ça. C'est mal ça? Posez-le là. Ah, voilà. Vas-y. Vas-y, Naïli, tu peux y aller et. Moi, je L'Institut Raphaël fait aussi venir dans ses locaux des activités culturelles pour les patients. Aujourd'hui, c'est l'association Les Tréteaux Blancs qui arrive avec l'énergie débordante de la vingtaine d'adolescents bénévoles. Et voilà. Oh! Parfait. Alors là, on va installer tous les décors. Il va y avoir les costumes et le maquillage après pour tout mettre en place en fait. Cette troupe de théâtre met son temps et son talent au service des enfants malades dans les hôpitaux du pays. Le groupe d'adolescents se charge de tout. L'installation du décor, la régie, les costumes, le maquillage. Et ils sont évidemment aussi comédiens. Quand vous êtes habillés, vous allez au maquillage. Alain Toledano accueille depuis le mois de septembre 2024 à l'Institut Raphaël les enfants malades et évidemment le pôle santé culturelle s'adapte à leurs besoins. Ce qu'on espère, c'est que les Tréteaux Blancs, l'Institut Raphaël ensemble, on puisse fabriquer des projets communs pour, même au-delà de l'hôpital, s'occuper des enfants et de leurs familles. Alors merci beaucoup. Et on a notre partenaire Miraculous Ladybug que vous connaissez, avec qui on va travailler aussi pour offrir des cadeaux, promouvoir ces programmes et donner beaucoup de joie aux enfants et à leurs familles. Voilà. Alors merci d'être là à l'Institut Raphaël et toutes les équipes sont très contentes de vous accueillir. Ils offrent chaque année une comédie musicale inédite dans une vingtaine de services pédiatriques en région parisienne et dès le début de l'été, ils partent en tournée en Provence. La troupe des Tréteaux de France, composée au total d'une trentaine d'adolescents, est la première en France à mobiliser sur la durée des jeunes en faveur des enfants handicapés ou atteints de maladies graves. Moi, je me suis engagée au Tréteaux Blancs parce que j'en ai entendu parler. Et vraiment, ça, c'est surtout le message qui m'a touchée. Je me suis dit, pourquoi juste répéter toute l'année pour faire un spectacle devant les parents quand on peut faire 20 spectacles devant des enfants qui seront 10 fois plus heureux de nous voir que nos parents qui nous aimeront tout le temps, quoi que ce soit. Tant que la magie opère au pays imaginaire, le temps se baisse, le temps perd, s'arrête pour nous plaire. Si le tempo s'accélère, les grandes de tic-tac, 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 Les Tréteaux Blancs ont évidemment toute leur place auprès des enfants accueillis à l'Institut Raphaël. On n'en fait jamais trop pour les enfants malades et les enfants hospitalisés. L'Institut Raphaël propose un projet qui nous a touchés, qui en plus s'étend à l'enfance. Et il nous semble assez naturel de créer ce partenariat et d'aller réfléchir. Je pense qu'on a beaucoup de choses en fait à imaginer encore, à tout ce qu'on pourrait faire en apportant le savoir-faire, l'expertise, l'exigence des Tréteaux Blancs dans ce projet qui nous semble plus que cohérent. Comme pour les adultes, la santé culturelle commence à être connue par les pédiatres. Quand il y a des structures qui s'organisent autour de cela, c'est un bénéfice et c'est énorme. On ne peut pas tout faire dans un cabinet de pédiatrie. L'enfant, il va voir au travers du regard des parents, au travers des émotions données par les enfants des Tréteaux Blancs, il va voir en retour
une empathie qui va renforcer son sentiment de sécurité. Et c'est indispensable à toute guérison et à tout développement. Capitaine Peter Pan, Capitaine Peter Pan. Aujourd'hui, les arts thérapeutes de l'Institut Raphaël retrouvent un petit groupe d'adolescents à l'Institut, des jeunes aveugles dans le cadre d'un nouveau partenariat. Ici, on est dans de la bienveillance. Okay. Tout le monde sait ce que c'est que la bienveillance. Ouais. On s'accorde de la bienveillance à soi-même, aux autres. Et je ne juge pas. Je ne me juge pas en disant « Oh, c'est nul ce que je fais, c'est moche ce que je fais » ou je juge encore moins les autres en disant « Oh, c'est nul, c'est moche ». D'accord ? Aujourd'hui, c'est une première à l'Institut national des jeunes aveugles. On est venu proposer un atelier de découverte de danse-thérapie et de dramathérapie pour les jeunes. Voilà, leur permettre d'ouvrir une curiosité, de trouver des ressources créatives avec ces pratiques des arts-thérapies. Vous avez vu, vous êtes rentré par un petit trou là, d'accord ? Donc ce petit trou, en fait, il va dans les pieds. Donc vous inversez tout et vous allez mettre votre tête à l'autre bout. Et vous avez des coins pour mettre les bras. Voilà, exactement. Un bras dans un coin, cherche un coin. Ça. Hop. Notre envie avec ce partenariat, c'est de pouvoir faire découvrir d'autres formes de pratiques artistiques au sein des arts-thérapies et en fait d'autres formes de soins aussi et de métiers. Éveiller cette curiosité vers des métiers du soin qui sont peut-être voilà, auxquels on ne penserait pas forcément de premier abord, mais qui peuvent apporter beaucoup, surtout quand on a déjà une sensibilité, une sensorialité déjà très développée. Pourquoi pas en faire une proposition de métier, de thérapeute. Après ce moment de découverte et d'expression corporelle, totalement libre et ludique, les arts thérapeutes leur proposent de faire travailler leur créativité. Ils doivent concevoir à plusieurs un spectacle sur la base d'un univers imaginaire. Pour certains, ce premier contact avec l'Institut Raphaël va peut-être leur ouvrir de nouvelles perspectives. Moi, je veux surtout faire de la médecine, être médecin. Mais si jamais je ne peux vraiment pas au niveau visuel, je ferai du paramédical, mais très complet, quoi. L'art-thérapie, ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait depuis mes 5 ans que je fais du théâtre. J'étais inscrite dans un truc de théâtre déjà ici. Et donc, on a fait plusieurs comédies musicales. Si je peux faire de l'art-thérapie, de la dramathérapie, c'est pas mal parce que déjà, disons que ça aide parce que les patients qui viennent nous voir, qui viennent voir les dramathérapeutes, c'est qu'ils ont besoin de se relâcher, d'avoir un peu plus confiance en eux. Ça joue aussi sur la confiance parce que la confiance, c'est un élément très important, ce que j'ai manqué pendant des années. Et maintenant, la confiance, je la reprends petit à petit. Donc voilà, ça commence à me redonner ma confiance. D'autres choses que vous voulez partager ? Moi, je partage que j'ai aimé, c'était incroyable. Ouais, moi aussi. Ça t'a plu ? C'était libérant, c'était délivrant et franchement, ça nous a fait... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Le pôle d'art-thérapie, les arts-thérapeutes de l'Institut Raphaël sont un peu des ambassadeurs de cette santé culturelle. Notre objectif, c'est de faire reconnaître l'importance de ces aspects culturels et artistiques dans le soin, dans la santé. Ça va se faire de différentes manières. Le premier pas, ce serait peut-être la reconnaissance du métier d'art-thérapeute, qui sont déjà au service de la santé par le biais des arts. Mais on peut imaginer aussi qu'il y a d'autres métiers demain qui permettront de faire cette rencontre-là. Il y a aujourd'hui les arts-thérapeutes, mais il peut se passer des choses dans les musées, dans les institutions culturelles qui ont envie aussi d'aborder ces questions-là et qu'on a envie de soutenir. Ensemble, on fait société autour de ces démarches-là de santé, de culture et donc de santé culturelle, pourquoi pas. En tout cas, c'est ça qu'on vient questionner à travers l'ouverture de ce pôle. Ce premier atelier a remporté un vrai succès auprès des jeunes. Chacun repart nourri de cette expérience. Ils ont vécu un moment de joie, de cohésion, d'expression et de création. Le château de Versailles reçoit chaque année plus de 8 millions de visiteurs venus du monde entier. Fort de son inscription au patrimoine mondial de l'humanité,
Il s'investit dans la société depuis de nombreuses années. Il est partenaire du Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique depuis 2009. Il est également partenaire de l'administration pénitentiaire pour la réinsertion. Il est engagé auprès des publics défavorisés ou en difficulté, mais aussi auprès des établissements de santé. Les gens n'ont pas conscience de ce que ce lieu peut recevoir comme personnes isolées, en difficulté, qui supportent des problèmes médicaux, de santé, ou bien d'éloignement, tout simplement, pour diverses raisons. D'une manière générale, quels que soient les visiteurs et leurs difficultés, physiques, mentales ou de maladies, ressortent de ce lieu, chaque fois que j'ai pu le voir, dans un état de joie, de bonheur, qui fait oublier bien des soucis de santé. Donc je crois qu'en disant cela, on répond déjà en grande partie à ce qu'on peut en attendre au chapitre de la santé. Depuis plus de 2 ans maintenant, des patients et des soignants de l'Institut Raphaël se rendent au château de Versailles pour pratiquer la dramathérapie avec les équipes du site. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'Institut Raphaël. Louis-Samuel Berger, administrateur général du château de Versailles, reçoit Alain Toledano et ses équipes pour la signature d'une convention qui fait de ce lieu historique le partenaire officiel de l'Institut Raphaël. Bonjour. Bonjour docteur, monsieur Berger. Alain Toledano, merci de nous recevoir. Mais je vous en prie, bienvenue à Versailles. Merci. Dans les appartements du comte de Vergennes. Oui, on a eu l'occasion de visiter avec vos équipes. Bon, c'est toujours aussi beau, quand c'est lumineux, c'est encore mieux. Bonjour Denis. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Tous les partenaires de l'Institut Raphaël partagent des valeurs communes et c'est également le cas ici, au château de Versailles. Accompagnement, lien humain, esprit de cohésion. On sent bien combien entre le château de Versailles et l'Institut Raphaël, les approches, donc les valeurs, sont communes. C'est ainsi avec beaucoup d'enthousiasme que nous signons cette convention qui vient témoigner et concrétiser les bénéfices de l'art pour la santé. Puis je finirai par André Malraux, qui est un peu la figure tutélaire du ministère de la Culture, puisqu'il en est le fondateur. André Malraux qui disait « Allez à la culture, elle est une fontaine intarissable. Il y coule l'eau la plus pure, celle qui abreuve la santé de l'âme. » Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Depuis quelque temps, nous faisons cette promotion ensemble de la santé culturelle. Et quand on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la culture? Parce que la culture va regrouper les arts, mais également les croyances, les modes de vie. Et pourquoi la culture aurait un ministère et la santé un ministère et on ne fusionnerait pas les deux? C'est une idée comme ça. La culture, ça peut être ce qui va donner une forme de sens. Notre sujet aujourd'hui, ça va être de redonner du sens. Alors je pense aux 24 millions de Français qui ont des maladies chroniques et plus. Donc peut-être qu'il faudra que vous accueilliez plus de monde par la suite et renforcer vos équipes. Donc au nom de cette vision de promotion de la santé culturelle, nous sommes fiers d'être partenaires. Alors on va signer. Ce type de partenariat ouvre des perspectives innovantes pour l'Institut Raphaël, dans tous les domaines socio-professionnels. Alain Toledano espère en conclure beaucoup d'autres afin de développer son pôle santé culturelle dans toute la France. La signature de cette convention entre le château de Versailles et l'Institut Raphaël est l'aboutissement d'un projet autour de la culture et des arts qui doivent prendre toute leur place dans le monde de la santé. Donc on va avoir besoin aujourd'hui d'intégrer la dimension de santé culturelle dans nos parcours d'accompagnement pour chaque patient atteint de maladies chroniques. Alors ce qu'on veut faire avec le château de Versailles, c'est se dire on va mener des projets pilotes ensemble, où on va conduire des milliers de patients dans un programme de santé culturelle. On va utiliser les arts-thérapies, mais on va aussi leur faire visiter le château de Versailles par le beau, par l'histoire, arriver à ce qu'ils se sentent mieux. Et ensuite, on va observer quels bienfaits sur leur santé. On va former les art-thérapeutes. Donc on va soigner des patients, mais on va former des art-thérapeutes, on va former des acteurs de la santé, des infirmières, des aides-soignantes. Comment la santé culturelle peut aider votre exercice? Des médecins. Et on va faire de la recherche scientifique, de la recherche en sciences humaines, de la recherche aussi médicale en santé. Comment, en étant
en contact du beau, des musées, des grandes œuvres, de notre histoire, on va améliorer notre santé. C'est la manière avec laquelle on doit transformer notre système, parce que la santé de demain doit s'écrire avec la santé culturelle. Follow me. Things will be better. They couldn't get much worse. My promise is I will look after who you left behind. She will be